Bon ben voilà, oui, je ne suis pas fatigué. Hein. C'est bon, merci d'être venu. Ah non, c'est pas... On va commencer. Voilà, ça c'était un peu, pour présenter un peu, si vous voulez, c'est un patchwork un peu de tout ce qui s'est fait. Il y a peut-être des figures connues pour les plus anciens, comme le président Kennedy, à un moment on le voit, puisque c'est lui qui était à l'initiative de la conquête spatiale américaine, du moins qui a donné l'impulsion, il n'était pas à l'initiative, mais qui a donné l'impulsion. Voilà donc, bien bonsoir à tous, merci d'être venus donc pour ce soir pour Orion, hein, c'est sympa, pour cette nuit des étoiles, en espérant que le ciel va se découvrir un petit peu. Donc j'ai mis exploration spatiale, il y en a qui disent conquête spatiale, on peut dire les deux. Ma conquête, je trouve que ça fait un peu militaire, on a l'impression qu'on va aller sur une planète, qu'on va y envoyer des troupes et puis qu'on va dire ça y est, là, on a conquis la planète, elle est à nous. C'est comme si en 69, les Américains qui avaient planté le drapeau américain, ils avaient dit ça y est, la Lune est à nous. Ben non, ça se fait pas comme ça, la Lune est à tout le monde, pour le moment du moins, et on ne s'est pas encore battu, ça ne saurait tarder, je vous en dirai deux mots tout à l'heure, parce qu'il y a déjà des convoitises qui se précisent. Donc la conquête spatiale, l'exploration spatiale, alors moi j'ai dit exploration parce que je trouve que c'est complémentaire. On a commencé par l'exploration, c'était l'observation, puisqu'au départ, les hommes, depuis qu'ils sont sur Terre, hein, ils ont voulu voir un petit peu ce qui se passait là-haut. Pourquoi ces points lumineux s'allument le soir, et pourquoi ils s'éteignent la nuit, le jour. Ça c'est curieux. Et comment ça fonctionne? Pourquoi il y a des trucs qui bougent, qui sont là, puis qui bougent en permanence? Il a fallu comprendre tout ça. Et une fois qu'on a compris ce mécanisme, on a voulu aller voir un peu plus loin ce qui se passait. Mais pour aller voir un peu plus loin, il fallait que la technologie puisse le permettre, c'est-à-dire des véhicules qui nous permettent d'aller au-delà de l'atmosphère terrestre. Et ça, c'est pas très vieux, pas si vieux que ça. Alors, de quand date la conquête spatiale? Ça, c'était la bonne question. Quand j'ai voulu faire cette présentation, je me suis posé la question. Alors, il y a plusieurs réponses, bien sûr. J'en ai mis 3 pour rigoler. Sputnik, Apollo ou Tintin? Sputnik, 1957, le premier satellite russe après la Lune. Et à l'époque, Paris Match avait titré la Terre a un deuxième satellite. Aujourd'hui, il y en a des milliers et des milliers qui tournent, il y a de la ferraille qui tourne. Et à l'époque, il avait dit, Paris Match avait titré ça. On a un collègue d'ailleurs qui a gardé la couverture de Paris Match de l'époque. C'est assez sympa de voir ça. La Terre a un deuxième satellite. Ah ouais, c'était la belle époque. Et c'est pas si vieux que ça, 1957. Alors il y a Apollo aussi, Apollo, la mission Apollo, qui a terminé une deuxième série par Apollo 11, qui a déposé les hommes sur la Lune. 2 hommes sur la Lune, Armstrong et Aldrin. Et voilà, donc ils étaient tous les deux sur la Lune. Donc 1969. Et puis il y a Tintin, hein, il ne faut pas l'oublier. Tintin avant Sputnik, 1954. Eh oui, il ne faut pas oublier que M. Hergé, il avait fait 2 albums, on a marché sur Objectif Lune, et on a marché sur la Lune. Pour les anciens, les jeunes, je vous invite à le lire, c'est très bien documenté. Et il s'était bien documenté. Et on s'est aperçu qu'il avait inventé des trucs avant l'heure. La récupération de la fusée de Tintin, elle revient sur Terre. C'est ce que font les Américains maintenant. Ils récupèrent leur fusée, qui se pose. Ça ne réussit pas toujours pour le moment. Celle Tintin, elle a réussi, heureusement. Donc vous voyez qu'il avait inventé des choses avant l'heure. Mais bon, ça c'était pour la petite histoire. Alors j'ai dit, est-ce que c'est une de ces 3 dates? Ben non. C'est même avant que ça. La première vraie fusée, eh oui, tristement célèbre, en 1944. Alors c'était les années 30, et qui a connu son apogée en 44. C'est la fameuse fusée V2. Alors V, je ne vous dirai pas le nom, parce que ça veut dire arme de représailles. C'est un nom en rallonge qui est long comme ça, ceux qui font de l'allemand. Moi je ne m'en rappelle pas, je serais incapable de vous le dire. Donc c'était la V2, parce que c'était la seconde. La première c'était simplement un truc qui n'allait pas très haut, mais celle-là elle allait très haut. 90 000 mètres, 90 km d'altitude, 5000 km/h, on était en 44. Et le monsieur qui a construit en partie cette fusée, eh bien Werner von Braun, lui au départ c'était pas fait pour ça. Lui, au départ, c'était pour faire de l'exploration spatiale. C'était son idéal. Malheureusement, à l'époque, la guerre a été déclarée et les Allemands, les nazis, se sont intéressés fortement à cette fusée
pour justement aller pouvoir détruire les voisins sans qu'ils puissent se défendre. Et elle emportait une tonne d'explosifs à l'époque, et vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont tombés sur Londres, une ou deux, quelques-unes sur Paris, mais surtout sur Londres. Et ça faisait quand même pas mal de dégâts. Heureusement, c'était la fin de la guerre. Mais c'est quand même la première vraie fusée. Et elle donna naissance au programme spatial des USA et de l'URSS, et bien sûr à la BD, puisque vous allez le voir, de la réalité à la BD. Vous voyez la V2 ici sur son pas de tir. C'est la véritable V2 sur son pas de tir en 1944. Et regardez la fusée Tintin. Et elle lui ressemble fortement. Alors ces fusées, vous avez quand même une particularité, elles ont des damiers. Alors ces damiers, beaucoup on pense que c'est pour la beauté, pour la décoration. Pas du tout. À l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, et la fusée, quand elle décolle, elle tourne sur elle-même. Un peu comme une vis qui se visserait dans l'air. Et ces damiers permettaient de voir avec des instruments optiques, de voir si la fusée tournait bien sur elle-même. Et donc ces damiers étaient très importants, et c'est pour ça que la V2 avait des damiers comme ça. Et Hergé les a repris, bien sûr, d'une autre façon. Donc vous voyez, la V2 est vraiment à l'origine de tout. Alors l'exploration spatiale, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. Alors il faut attendre 1957, je vous disais tout à l'heure, pour que le bip-bip du Sputnik russe, le premier satellite, se fasse entendre. Premier satellite artificiel lancé depuis la Terre, propulsé par une fusée R7 Semyorka. Pourquoi R7? Parce que c'était la 7e, les 6 autres n'avaient pas marché. La conquête spatiale est partie et va ouvrir la voie à un formidable bras de fer entre les deux superpuissances, USA contre l'URSS, et toute la première partie, c'est l'URSS qui a gagné largement, nous allons le voir. Mais il faut savoir que toutes ces fusées qui sont parties au début sont toutes issues de la V2. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, M. Werner von Braun, qui a été capturé par les Américains en 1945, ils l'ont fait prisonnier, pas longtemps, parce qu'il est devenu directeur du programme spatial de la NASA. Il a il a fait un beau parcours. Comme quoi, selon que vous serez puissant ou misérable, ça change tout. Alors, Sputnik 1, voilà. Oh, c'était pas grand-chose. Une grosse boule de pétanque de 83 kg, 58 cm de diamètre. Et Sputnik, ça veut dire compagnon de route en russe. J'ai fait russe deuxième langue. Donc, ça voulait dire compagnon de route. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas tellement de moyens. Et comment faire pour savoir s'il était toujours en vie, entre guillemets? Eh bien, on l'avait équipé d'un petit émetteur radio qui faisait bip, 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 tout simplement. Et on pouvait écouter ce satellite qui était comme ça. Et donc, on savait qu'il était toujours actif. Et donc, c'est le premier satellite. Alors là, les Américains, ils ont commencé à faire un peu la gueule. Alors, explorer, oui, c'est bien joli ça, mais pourquoi? Quels intérêts? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. On ne fait pas ça pour le plaisir. Il y en a certains qui le font pour le plaisir. Mais les dirigeants ne font pas ça pour le plaisir. S'ils font ça, c'est pour y trouver des intérêts. Et plus que jamais. Alors, les deux idéologiques, bien sûr. Militaire et de pouvoir, oui. Parce que comme la V2 avait été piquée par les militaires, pour faire des choses pas très sympas, eh bien, c'est pareil. Tous ces trucs ont des... Il y a un petit truc militaire derrière, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Et d'ailleurs, ça se confirme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, il y a un petit truc qui se passe en Russie, là-bas, en ce moment, entre la Russie et l'Ukraine. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, un jeu scientifique, alors là, c'est quand même un peu mieux sympa. Expérience, c'est l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Découverte, formation de nos planètes, c'est important. Puisqu'on a envoyé des sondes sur toutes les planètes qui ont permis de savoir comment elles s'étaient formées, de quoi elles étaient composées, les planètes gazeuses, quel gaz elles étaient composées. Donc ça, c'est quand même un peu plus sympa que le premier. Et puis, enjeu financier. Celui-là, il est important. Télécommunications et tourisme spatial. Et vous verrez que ça prend de la place. Et télécommunications, là aussi, c'est pas pour nos beaux yeux. Hein. Si on utilise tous le GPS, c'est qu'il y en a qui trouvent leur intérêt. Ça, c'est sûr, et c'est de plus en plus comme ça. Hein. Il y en a un là-bas, Elon Musk, qui les envoie par paquet de 100, les satellites. C'est pas pour nos beaux yeux. Hein. Alors, explorer, oui, mais pourquoi? Et quel rapport avec l'astronomie? Parce que ce soir, je vous parle de ça. Et vous êtes venu dans un club d'astronomie. Alors, l'exploration spatiale, est-ce que ça a un rapport avec l'astronomie? Eh bien oui, bien sûr que c'est un rapport. Le premier, c'est Galilée. Quand on parlait d'exploration spatiale, d'observation, parce qu'il suffit, dans un télescope, on ne regarde pas, on observe. Parce que regarder, c'est poser son œil et partir. On va boire un café ou fumer une cigarette. Observer, c'est garder l'œil un petit peu, vous le ferez tout à l'heure,
gardez l'œil un peu sur l'oculaire, regardez un peu, on promène son œil un petit peu, on regarde ce qui se passe. Ça, c'est l'observation. Donc Galilée l'avait compris, c'est ce monsieur à la barbe, là, avec son petit télescope, qui était pas énorme, mais pourtant il a vu beaucoup de choses. C'est lui qui a découvert quand même pas mal de planètes, en 1600, au XVIIe siècle, qui a découvert quand même pas mal de planètes de notre système solaire. Et puis, là je ne pouvais pas résister, ça c'est le télescope qui est dans la coupole là-bas. Et puis j'ai pas pu résister, la dame en orange c'est notre présidente. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que elle est dommage, elle n'est pas là, peut-être. Elle l'aurait vu, c'est dommage. Donc vous voyez avec notre télescope, vous voyez qu'il y a quand même eu une petite évolution. Oui. Si Galilée avait eu ça, il se serait régalé. Et puis, celui-là, on en a tous entendu parler, le fameux Hubble. Hubble qui nous a montré des choses formidables, qui devraient être arrêtées depuis très longtemps, parce qu'il n'était pas prévu de durer si longtemps. Et puis il continue à marcher, enfin il fonctionne pas mal. Au début il a eu quelques problèmes, vous savez qu'il y a eu une navette spatiale qui est partie pour le réparer, et depuis il fonctionne bien, impeccable, ça marche bien. Ils ont fait la réparation correctement. Et depuis très peu de temps, avec pas mal de retard, le fameux James Webb, le fameux télescope spatial. La différence, 2,50 m de diamètre, 6,50 m de diamètre. Et pour vous dire une chose quand même, que l'Europe n'est pas si mauvaise que ça, je vous laisse imaginer le coût d'un tel engin. C'est des milliards, c'est énorme. Et à qui ils ont fait confiance pour l'envoyer? À la fusée Ariane. Et c'est une Ariane 5 qui l'a envoyée. Et elle a tellement envoyé avec précision qu'il n'y a pratiquement pas eu de modification à faire de l'orbite. Ça a été quelque chose de... Même les Américains ne sont pas revenus, la précision qu'avait eu Ariane. Donc on peut dire une partie cocorico, il n'y a pas que cocorico, il y en a d'autres. Mais c'était quand même important. Jeanne, viens voir, je t'ai montré là. J'ai dit, je ne pouvais pas résister à montrer notre présidente. Quel rapport avec l'astronomie? Et voilà. Donc je voulais que tu le vois quand même. Merci. Donc explorer, oui, mais pourquoi? Alors les observations, Hubble et James Webb, eh bien regardez les photos qu'ils ont pu faire. C'est quand même incroyable. Wow, parce que Saturne, pardon, on la verra peut-être ce soir, mais on ne la verrait pas comme ça. Vous attendez pas à la voir comme ça. Parce que si on la voit comme ça, c'est qu'il y a un télescope qui en voit déjà. Et là-bas, NGC 5037, c'est une jolie galaxie, regardez si elle est belle, 150 millions d'années-lumière, elle n'est pas tout à côté. Non. Ça veut dire que sa lumière met 150 millions d'années pour venir sur Terre. Donc c'est quand même, elle n'est pas partie hier matin. Donc vous voyez que l'observation, l'exploration, l'astronomie, tout ça c'est lié. Alors observer ne suffit plus. Bon, notre système solaire, on le connaît. Le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, jusqu'à Pluton, qui n'est plus une planète maintenant, qui est une planète naine. Et puis, vous voyez, tout ça, on les connaît, les planètes naines, les planètes géantes gazeuses et les planètes telluriques. Celles-là, on les a vues, on les connaît, elles ont été visitées par des sondes, on les connaît quand même pas mal, elles sont quand même relativement proches de nous, mais quand même. Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Terre-Neptune, 4 milliards 800 millions de kilomètres. C'est quand même pas la porte à côté. Donc, Neptune est beaucoup plus loin que le Soleil de la Terre. Et on est toujours sous l'influence du Soleil. C'est vous dire quand même la puissance d'attraction qu'une étoile comme le Soleil peut avoir. C'est quand même impressionnant. Alors, les sondes en trompistes, c'est là que je vous ai dit, les systèmes solaires, les sondes en trompistes. Et les sondes, on en a envoyé pour essayer de connaître tout ça. Alors, il y a plusieurs sondes, il y a 3 sortes de sondes. Les simples survols de la planète, prise de photos de là, c'est son environnement. Elles passent à côté de la planète, elles la photographient, elles envoient les photos, on les reçoit quelques temps après, et on peut voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais ça ne suffit pas. Après, mise en orbite autour de la planète. Alors ça, c'est mieux. Photo panoramique du sol, on scanne la planète comme on scanne sur la Terre. Photo panoramique du sol, évolution temporelle, on voit un petit peu ce qui se passe. Les saisons. Est-ce qu'il y a des saisons sur ces planètes? On s'est aperçu que par exemple sur Mars, il y a des tempêtes de sable qui sont très violentes. Tel point que il y a des moments où on n'en voit plus, on ne voit rien du tout. Et à tel point que les robots qui sont sur Mars se mettent au repos, en espérant qu'ils redémarrent quand la tempête est passée. Il y a des vents très violents. Alors phénomène météo, volcanique ou autre volcanique, on n'en a pas trouvé. Les volcans sur Mars sont morts, la planète est froide, elle est morte. En fait, on a vu quand même qu'il y avait eu un passé volcanique très important.
et atterrissage à la surface. Alors ça, c'est la troisième phase, permettant l'étude du sol par échantillonnage de l'atmosphère et des températures. Alors, échantillonnage, c'est les planètes telluriques. Les planètes gazeuses, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, les planètes gazeuses? Eh bien, on va prendre des échantillons de l'atmosphère en passant. On va les étudier, ou par la colorimétrie, c'est-à-dire on va voir un petit peu, suivant les couleurs, avec les comparaisons qu'on a sur Terre, hein, eh bien, on va voir un peu de quoi sont composées ces différentes planètes. Donc, tout ça, vous voyez, c'est quand même important. Et on a commencé à le voir avec l'astronomie, et on l'affine par l'exploration spatiale. Alors, les sondes pionnières, j'ai voulu faire un petit encart là-dessus parce que c'est important. Elles sont lancées en 1972 et 1973, vous voyez, c'est pas le Moyen-Âge, hein. C'est pas très très vieux, mais enfin quand même. Pour explorer le système solaire, Pioneer 10 passe à proximité de Neptune en 83, donc vous voyez, 11 ans. Elle a mis 11 ans pour aller voir Neptune. Ça veut dire que s'il y avait un astronaute à bord, il a trouvé le temps long. Hein. Il a intérêt à amener des mots croisés. Et elle file en direction de l'étoile Aldébaran, on estime qu'elle l'atteindra dans 2 millions d'années. Donc je vous invite à revenir dans 2 millions d'années et on verra si elle est passée à côté. Notez-le, vous allez l'oublier. Et sa dernière communication, parce qu'on les a perdus, hein, dernière communication date de 2003, mais vous voyez que 72, 73, 2003. Et je vous laisse imaginer qu'en 2003, là où elle était beaucoup plus loin que Neptune, mais la Terre devait pas être grosse. Hein. Il fallait la viser et la viser comme il faut. Hein. Et bien on arrivait quand même à avoir des informations et des photos. Malheureusement, en 72, 73, les photos numériques, c'était pas ça encore. C'était le balbutiement. Et donc, envoyer des photos, ça pesait lourd. C'était pas facile en espace. Et c'était compliqué. Donc, aujourd'hui, ça serait quand même beaucoup plus simple. Donc, ici, la sonde Pioneer, qui est en construction. Vous voyez la taille par rapport aux êtres humains. Et puis, à droite, alors, c'est une petite rigolade. À droite. Et pourtant, c'est sérieux. C'est fait dans un métal à base d'or. Un métal inaltérable, qui a été vissé sur les sondes Pioneer 10 et 11. Et cette plaque est censée représenter l'humanité. Parce qu'on a dit, ces sondes, elles vont partir plus loin que le système solaire. C'est bien rare si elles ne rencontrent pas quelqu'un. Et si elles rencontrent quelqu'un, il va être étonné. Il va dire, qu'est-ce que c'est ce truc qui arrive? Ah tiens, regardez ça, ah ben on a compris. C'est la Terre. Pas évident, hein? Alors ici, ils ont représenté le système solaire. Avec une flèche pour dire, c'est nous. Il faut déjà le savoir. Hein. L'étoile au milieu, je ne sais pas trop ce que ça représente. Le monsieur et la dame qui sont en tenue d'Adam, on ne sait pas pourquoi. Ils auraient pu lui mettre un casque, pas sur la tête, ailleurs. Et il fait un signe de la main, il fait le signe de la paix. Mais c'est une superbe bêtise. Parce que qui vous dit que là où elle va aller, c'est le signe de la paix, ça? Ça se trouve, c'est un bras d'honneur. Et si c'est un bras d'honneur, on aura l'air malin. Alors ils ont montré cette plaque, mais ils ont fait la connerie, c'est qu'ils l'ont montré après qu'elle est partie. Et ils ont montré ça à un panel de savants de la NASA. Et puis il n'y en a pas la moitié qui ont trouvé ce que ça voulait dire. Alors j'espère que les extraterrestres seront plus intelligents que nous et qu'ils comprendront ce que c'est. Mais ça, c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné. Et, enfin bon, apparemment, ils disent qu'elle est inaltérable et qu'elle va bien rencontrer quelqu'un. Ça aussi, c'est pas gagné. Alors, une autre étape, observation, sonde, une autre étape va être fournie avec la visite des planètes par des robots. Vous savez qu'on a envoyé des robots. Et surtout la mission Apollo, parce que les robots ne suffisaient plus. On a dit il faut envoyer autre chose que des robots, parce que les robots c'est bien joli, mais c'est que des robots. Les planètes telluriques, donc les 4 premières, vont recevoir sur leur sol ces envoyés de la Terre. Alors là, ça a été quand même que des robots pour le moment. Les planètes gazeuses vont avaler ces sondes qui vont envoyer des informations jusqu'au dernier moment. Il y en a une qui est rentrée dans Saturne, qui a traversé les anneaux, qui a été avalée par la planète et qui a pu envoyer des informations jusqu'au dernier moment. Et on a eu des images des anneaux qui sont magnifiques. Et ces sondes furent la préparation d'une fantastique évolution de l'exploration et même de la conquête, on pourrait dire, de la conquête spatiale. Alors les animaux, oui, parce qu'on a dit, hein, on ne va pas quand même envoyer des hommes tout de suite, hein, si jamais ils ne reviennent pas, ça va faire tâche. Donc on a envoyé des animaux, les pauvres. Alors la première, c'est Laika, en 58. Vous voyez, Sputnik 57, Laika 58, c'est pas vieux, hein, un an après. Donc elle n'était pas sûre du tout, la pauvre. Et regardez comment elle était agencée. Là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle avait des sondes de tous les côtés. Elle avait des perfusions, elle avait un tas de trucs, la pauvre. Elle n'a pas dû se régaler. Elle était calée entre deux coussins pour pas qu'elle puisse bouger. Elle n'a pas bien dû se régaler. Et elle a fait le tour de la Terre.
elle est partie. Alors les Russes ont dit que c'était une formidable réussite. La vérité, c'était pas tout à fait ça. Elle est morte seulement quelques heures après avoir fait 9 fois le tour de la Terre, Bichette. Elle est morte peu de temps après, malheureusement. Mais officiellement, pour les Russes, c'était une réussite. Et pour les Américains, une sacrée déconfiture, parce qu'ils ont dit Sputnik, maintenant une chienne, ça commence à bien faire. Qu'est-ce qu'ils vont envoyer la prochaine fois? Eh bien, ils ont envoyé une arche de Noé. Alors là, pas que pour celle-là. En 1960, oui, 2 ans après Laïka. Alors là, c'est une véritable arche de Noé, hein, mais c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé? 2 chiens, un lapin, 40 souris, 2 rats, des mouches, de fruits et des plantes. Voilà, moi, il y avait la totalité. Alors ils ont dit, ben voilà, là, ça va faire la totale. Il n'y avait pas de girafe. Hein. Donc ça va faire la totale. Alors, ils ont quand même envoyé, vous verrez, 2 chiennes, c'est important. Parce que, figurez-vous que ces chiennes, il y en a une, quand elle est revenue sur Terre, elle a fait des petits. Et tout ce petit monde, pour la première fois, va revenir vivant. Et petite anecdote, ou en droite provocation amicale, entre guillemets, une des chiennes va avoir un chiot 6 mois après l'atterrissage, et il sera offert au président américain JFK par Khrouchtchev. Je vous laisse imaginer la tête de Kennedy, quand il a reçu cette chienne qui venait, ce petit chiot, qui était issu d'une chienne qui avait été dans l'espace, par un vaisseau soviétique. Il a dit ce coup-ci, la coupe est pleine. Hein, parce que Khrouchtchev lui a dit, c'est un signe d'amitié. Ouais, c'est un signe d'amitié. C'était pour dire, t'as vu un peu, si on t'a vu, on est passé avant toi. Alors, après, ça suffisait plus. Le fameux Ham, il l'appelait Ham. N'oublions pas le premier humanoïde, Ham, parti le 31 janvier 61. Vous voyez que ça se tient, hein? 57, 58, 60, 61. Il est revenu bien vivant, et à son arrivée, il a attrapé une pomme, il l'a croquée. Et il faut dire que ce singe, il a été assez intelligent, parce qu'il appuyait sur des boutons, il a appuyé sur un tas de boutons, à tel point que les premiers astronautes qu'ils ont envoyés, ils voulaient envoyer un singe pour qu'ils appuient sur le bouton à la place des astronautes. C'était un sacré camouflet, parce qu'ils avaient peur qu'ils oublient, alors que lui, il n'oubliait pas. Donc il était très, très heureux de partir, il était très content. Alors enfin un humain, eh oui, mais toujours les Russes. Yuri Gagarin, tout le monde s'en rappelle de celui-là. 61, peu de temps après, vous voyez, ils ont dit le singe a résisté, un homme doit résister. Un volontaire, vous savez comment ils sont en Russie là-bas, toi t'es volontaire, il est parti. 12 avril 61, premier homme pour un vol orbital, le russe Yuri Gagarin, qui a fait plusieurs révolutions autour de la Terre, et malheureusement, le pauvre, il s'est tué dans un accident d'avion. Ça ne s'invente pas. C'est comme ça. Il avait l'air sympathique, ce monsieur. Ouais. Alors, les Américains, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Ils dorment? Non, ils ne dorment pas. Alors, ils ont dit quand même, il faut essayer de réagir. Alors, dès 58, là, toute la NASA, ça commençait juste. Hein. Là, c'est le premier programme spatial Mercury. Eux, ils n'étaient jamais partis encore. Le but est de procéder à un vol habité en orbite autour de la Terre, mais en partie de la feuille blanche, on n'avait rien. Rien du tout. Le premier a lieu le 20 février 62 avec John Glenn, vous voyez, après les Russes, en 62. Après un premier essai suborbital le 5 mai 61, avec Alan Shepard comme cobaye. Et vous voyez les 7 astronautes du programme Mercury, et le cycle Mercury, avec le cycle 7, pour dire qu'ils étaient 7. Hein. Fin du programme Mercury en 63. Alors après Mercury, les Américains continuent, Gemini. Suite de Mercury, Gemini, le second vol habité des USA de 63 à 66. Lancé par une fusée Titan, toujours issue de la V2. Missile militaire reconverti en lanceur civil. Donc c'était toujours issu des fameuses fusées V2. Alors, vous voyez le cycle NASA, les 2 étoiles, 2 parce que c'était la deuxième mission après Mercury, et bien sûr NASA, Gemini. Alors Gemini, la NASA, dans une seconde phase, Apollo se dessine peu à peu, mais pas encore. Apollo, c'est encore un rêve. On ne sait pas trop comment on va faire. On ne sait pas trop. Alors il faut tester les rendez-vous spatiaux, tester les sorties extravéhiculaires, fiabiliser le retour sur Terre. Moi, je l'aurais bien promis, ça, hein, parce que ça serait peut-être intéressant. Étudier les effets de la pesanteur sur le corps humain. À l'époque, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. L'exploration spatiale devient enfin une réalité, mais une réalité qui est encore un peu en rêve. C'est pas facile. Alors, URSS, USA, c'était la vraie bagarre. C'était ce qu'on appelait à l'époque de la guerre froide. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Quelques années après, les Américains et les Russes avaient capturé des ingénieurs allemands, et c'est eux qui avaient fait évoluer leur programme. Alors, l'URSS ne reste pas inactive, bien sûr. Elle sera même bien malgré elle à l'origine des succès des USA,
parce qu'elle va les aiguillonner. Premier animal dans l'espace, URSS. Lune à 1, premier satellite à échapper à l'attraction terrestre, URSS. Lune à 2, premier satellite à séquestrer sur la Lune, URSS. Lune à 3, première photo de la face cachée de la Lune, on ne l'avait jamais vue encore, URSS. Sputnik 5, URSS. Vénéra 1, survol de Vénus, URSS encore. Yuri Gagarin, URSS. Là, ça faisait quand même beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, la coupe était pleine. Les Américains ont dit, ce coup-ci, il faut réagir. Alors, la riposte, ouais, ils ont dit, ça fait plus. Il faut absolument réagir. Et là, ils ont mis une pression énorme sur la toute jeune NASA. Devant cette avalanche succès, il y a un président, le président Kennedy, alors là, qui a fait un discours en 1962. Alors celui-là, il a été resté dans les mémoires. Je crois que cette nation devrait se donner comme objectif, avant que cette décennie ne se termine, on était en 62, avant que la décennie se termine, ça fait 8 ans, d'envoyer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf. Tout le monde a dit, il est fou, il est dingue, c'est pas possible. Nous le ferons non pas parce que c'est facile, mais pas bien parce que c'est difficile. Et là, il s'est tourné vers la NASA. Et je peux vous dire qu'ils étaient dans leurs petits souliers. Parce qu'ils ont dit, mais comment on va faire pour tenir ces engagements? Et cet engagement, il l'avait fait devant le monde entier. Donc il a dit, si on ne veut pas passer pour des charlots, il faut qu'on le fasse. Mais il manquait le principal, l'argent. Alors là, il n'y a pas eu de problème. Ils ont ouvert les ventes en grand, les dollars ont coulé à flot, avec plus fort que le Mississippi, et ils ont eu des dollars tant qu'ils ont voulu. Et ils ont lancé ce fameux programme en partant presque d'une page blanche, pas tout à fait, mais presque, pour ce fameux programme Apollo. Le futur programme Apollo était lancé. Un seul impératif, désormais, il leur avait dit, il faut que nous soyons les premiers. Est-ce que ça va être tenu ou pas? Oui. Alors le programme Apollo, lui, débute en 61, juste avant la fin de l'autre, avec les vannes financières ouvertes sans limite. Le but clairement fixé, moins de 10 ans pour poser un homme sur la Lune. Rappelez-vous, il avait dit avant la fin de la décennie. Avant 61, aucun vol orbital n'avait été réalisé par les USA et ils voulaient aller sur la Lune. Donc vous voyez un peu la marge. Alors ça, c'est le premier logo d'Apollo. Vous voyez, on voit la Lune, on voit la Terre, le sigle d'Apollo, avec le symbole de la NASA. Alors, le budget de la NASA va dépasser les 400 millions de dollars annuels en 1960, à près de 6 milliards en 1966. 45 milliards en valeur actuelle. C'est phénoménal. Aucune puissance actuelle, même actuellement, n'avait eu un budget aussi conséquent. Et la fusée géante va être construite, la Saturn V. Là voici la fameuse Saturn V. La plus grosse fusée géante jamais envoyée jusqu'à SpaceX qui va partir. Voyez un peu, premier étage 42 mètres, deuxième 24 mètres 8, 19 mètres, 24 mètres 7. Total 110 mètres 50. Imaginez-vous une fusée de 110 mètres. C'est phénoménal. On a dit ce machin, ça partira jamais. Parce que je vous garantis qu'il faut que ça pousse derrière. Hein. Il faut que ça pousse. Et les astronautes, eux, se trouvaient ici, dans la capsule, carrément à la cime. Donc vous voyez un peu tout ce qu'ils avaient derrière. Hein. Et là, voilà le monsieur, Wernher von Braun. Regardez la taille des moteurs. C'est phénoménal. Il y en avait 5 comme ça. C'est phénoménal ces moteurs. 110 mètres de haut, 10 mètres de diamètre, 3038 tonnes. Vous vous rendez compte pour faire décoller ça? 3 étages, 11 moteurs, 47 tonnes de charge utile en orbite lunaire. Et là, ils ont dit, mais ils sont fous, ça partira jamais. Allez mettre 47 tonnes là-bas autour de la Lune, mais ça partira jamais. Mais c'est parti. Et regardez donc Wernher von Braun, qui est à l'origine de ça. C'était quand même, oui, quand on voit la taille, c'est phénoménal. Hein. C'est quand même phénoménal. Je vous laisse imaginer le décollage. Hein. C'était quand même quelque chose. Hein. Voici le décollage, c'était impressionnant. Les journalistes qui étaient à des centaines de mètres de là, ils avaient construit des estrades en bois pour qu'ils puissent photographier. L'estrade s'est cassée la gueule avec les vibrations de la fusée. C'était impressionnant. Alors j'ai mis cette vidéo pour vous faire voir, vous voyez, la flamme derrière. Hein. Un joli petit briquet. Hein. Alors la fusée fait 110 mètres. Je vous laisse imaginer la taille de la flamme derrière. Hein. Et quand c'est parti, il ne fallait pas mettre ses doigts dessous, hein, parce que ça devait chauffer. D'ailleurs, la base de lancement a pratiquement été détruite, le béton a été fendu et fondu. C'était phénoménal. Voilà la fusée, donc avant que les étages se séparent, c'est quand même assez impressionnant, ce gros machin de plus de 3000 tonnes qui est parti dans l'espace. Et ça a marché. Le premier coup a été une réussite.
C'était quand même joli à voir. Alors Apollo, malheureusement, le premier vol habité, qui n'avait pas encore décollé, c'était sur la base Cap Canaveral. Ils étaient dans la capsule, c'était Apollo 1. On avait pris les 3 astronautes, Grissom, White et Chaffee. On les a mis dans la capsule et on a dit, ça va bien se passer, vous allez dans la capsule et on va faire comme si vous décolliez et on va voir un peu ce qui se passe. Vous faites les manœuvres comme vous étiez dans la capsule. Mais ils ne partaient pas, ils restaient sur place. Alors, premier inconvénient, ils ne s'entendaient pas à la radio. Alors, il y a Grissom qui a dit, putain, ça commence bien, on est sur Terre, vous êtes à 50 mètres de nous et on n'arrive pas à s'entendre. Qu'est-ce que ça va être quand on va être sur la Lune? Il manque de peau. Il y a eu, ça avait tellement été rapide la construction de la capsule, ils ont fait bêtise sur bêtise. La société qui l'a fabriquée, c'était pas la NASA, c'était les particuliers. L'atmosphère de la capsule intérieure était de l'oxygène pur. Et il y a eu un petit court-circuit par des fils qui avaient été mal isolés parce qu'ils montaient trop vite. Et je vous laisse imaginer un court-circuit dans de l'oxygène pur. Ça a été une flamme énorme. On les a entendus au secours, ils n'ont même pas eu le temps de le finir. Ils sont restés, ils disent moins de quelques secondes, ils ont été brûlés vifs. Et donc, le temps que les sauveteurs puissent ouvrir la capsule, ils ont découvert la capsule complètement grillée et les 3 astronautes grillés complètement. Donc, c'était le premier Apollo qui n'avait pas encore décollé et qui se soldait par 3 morts. Donc, ça commençait mal. Et ces 3-là devaient partir sur la Lune, c'était les 3 premiers qui devaient partir sur la Lune. Alors, malgré ce drame, on a dit il faut continuer. Ça a retardé d'1 an à peu près. Mais ils ont dit il faut continuer. 20 juillet 69, exploration spatiale prenait une autre dimension avec le premier pas d'un homme sur la Lune, sur un autre astre que la Terre. C'était Apollo 11 qui venait de répondre au défi de Kennedy. Alors, vous voyez Apollo 11, c'est un aigle parce que la mission s'appelait Eagle. On voit la Terre, hein, on pourrait chanter au clair de la Terre, là. Et les 3 astronautes, Armstrong, Collins et Aldrin, avec les 2 qui ont marché sur la Lune, et le 3e, malheureusement, qui était en orbite autour de la Lune, et qui attendait que ses copains arrivent pour les récupérer. Il fallait en choisir un. C'était comme ça. Alors voici les images originales de la première, ce qu'on a pu voir en 1969. Moi je m'en rappelle, il y a peut-être quelques anciens qui s'en rappellent aussi. Moi à l'époque, je n'avais pas la télé, j'avais un petit transistor collé à l'oreille. Et voilà les images qu'on a envoyées. Et on disait à l'époque, putain, qu'est-ce que c'est joli. Aujourd'hui, on dirait, putain, c'est pas terrible. Et vous voyez donc le Armstrong qui a descendu l'échelle, le pied du module lunaire, Armstrong qui descend l'échelle, et vous allez voir ce qu'il fait. Hop, il est remonté, parce qu'il a dit, c'est bien joli d'être sur la Lune, mais si je peux pas repartir. Parce que, vous savez combien il pesait, Armstrong? 167 kilos, avec le bardac qu'il avait dessus. Mais heureusement, sur la Lune, il pesait que 26 kilos. 27 à peu près. Donc, vous voyez, il fait un bond pour voir un petit peu, vous voyez, il va faire un bond pour voir s'il peut remonter sur l'échelle. Parce que le dernier barreau, il n'est pas contre le régolithe de la Lune. Il est quand même beaucoup plus haut. Donc, il a voulu quand même ça. Vous voyez, il fait un bond pour voir s'il peut remonter et repartir. Parce qu'il a dit, si on me laisse là, je suis mal. Hein. Donc, et là, après, son copain l'avait rejoint. Donc, tous les deux, ils étaient au pied du lème. Et ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils allaient trouver. Et la poussière de la Lune, comment elle était, c'est ce qu'on appelle le régolithe. Et c'est une poussière qui sent la poudre et qui est très fine. D'ailleurs, quand ils sont rentrés dans le lemme, ils étaient couverts de... On aurait dit qu'ils avaient pris une douche de poudre. Ça sentait la poudre, c'était tout noir. C'est une espèce de poussière très fine qui se faufile partout. Et les voici donc sur la Lune. Vous voyez le module lunaire à côté. On comprend les 47 tonnes de la fusée, hein, qui est envoyée en orbite, parce que vous avez vu, c'est pas un petit machin. Hein. Le LEM, le module lunaire, c'est pas un petit machin. Et là, ils sont en train de déployer le drapeau américain. Alors, il y en a qui ont dit, c'est pas vrai, ils sont pas allés, parce que sur la Lune, il n'y a pas de vent, et on voit le drapeau qui bouge. Alors, simplement, le drapeau est équipé d'un ressort derrière, pour qu'il puisse rester horizontal. Et vous voyez, donc, on a vu les 2 astronautes donc, qui étaient sur la Lune. Là, l'image est un peu meilleure, parce qu'ils avaient posé leur appareil de photo sur un pied, et ils avaient mis... alors l'appareil de photo, à l'époque, c'est rigolo quand on les voit. C'est un appareil de photo qui était bon ou ça. Et puis, il avait des touches très grosses, parce que comme ils avaient des gants très épais, et s'il fallait des petites touches, ils ne seraient pas arrivés. Alors, suite et fin, alors après Apollo 11, il y a 50 missions qui permirent de poser les astronautes sur le sol lunaire, malgré l'échec d'Apollo 13. Vous avez vu peut-être le film avec Tom Hanks, Apollo 13, mais c'est tout à fait ça. Il y a eu une explosion dans un réservoir, et on a cru qu'on ne les ramènerait pas.
Et ils sont revenus grâce au LEM, grâce au module lunaire, qui n'était pas du tout prévu pour ça. Parce que la capsule était inhabitable, et ils sont revenus grâce au module lunaire, et ils ont pu les récupérer, sains et saufs. Alors 12 astronautes ont laissé leur empreinte sur notre satellite. Il y en a plus que ça qui sont partis. Hein. Il y en a 15, mais il n'y en a que 12 qui ont marché sur la Lune. Les autres, eh bien, ils tournaient autour pour attendre leurs collègues qui revenaient. Le coût, par contre, et la lassitude grandissante du public américain, amenant le gouvernement à supprimer 3 des dernières missions. La Lune ne faisait plus rêver. Les gens, ils se lassaient de cette... Les premiers, c'était bien, mais après, ça a lassé tout le monde. Et puis, il ne faut pas oublier que là, la guerre du Vietnam commençait. Et les Américains, ils avaient d'autres endroits pour mettre leurs dollars sur les avions et les bombardements américains qui allaient sur le Vietnam. Et la Lune, c'était un peu secondaire, on va dire. Alors, voici les logos des missions Apollo. Apollo 11, on l'a vu tout à l'heure. Apollo 12, 13, bien sûr, elle n'y est pas. 14, 15, 16 et 17. Donc voilà les logos. Alors moi j'ai mis Apollo 12 avec le vaisseau spatial, hein, avec des voiles. C'était assez joli. Et voilà donc les logos des missions Apollo. Alors et d'autres encore, parce que là c'était les Américains et les Russes. Les Russes étaient restés un peu en retrait, hein, parce qu'eux aussi ils avaient d'autres problèmes, donc ils étaient restés en retrait. L'URSS commençait à se morceler un peu, et ils avaient d'autres problèmes. Alors le Canada, l'Italie, la France, Astérix, c'est pas la bande dessinée, hein, c'était un satellite qui était lancé en 65, et l'Australie. Et ce n'est qu'un début, parce que si on a entendu parler de celle-là, on entend parler bien d'autres maintenant. Alors, il y en a 2 autres qui sont entrés dans la compétition, le Japon et surtout la Chine. En février 70, le Japon lance au Chimie le premier satellite. Le Japon devient la 4e puissance spatiale. Ça, on s'en souvient pas toujours. 70, la Chine entre à son tour dans le cercle de ses puissances. Parce qu'il ne faut pas oublier que si la Chine est partie dans la mission spatiale, ce n'était pas son souhait au début. Elle voulait coopérer avec les Américains et les Russes. Mais les Américains ont dit, il n'est pas question qu'on accepte les Chinois. Donc les Chinois ont dit, puisque vous ne voulez pas de nous, eh bien on va faire notre programme tout seul. Et ils ont fait leur programme tout seul. Alors le système solaire, l'exploration de la Lune, bien sûr, amènera toujours à vouloir aller plus loin. 70, l'URSS avait lancé une sonde sur Vénus, qui restera active durant 27 minutes. C'est pas beaucoup, mais en fait c'était déjà pas mal à l'époque. 71, Mars 3, USA, qui se posera sur Mars. Pioneer 10, survole Jupiter, on l'a vu tout à l'heure. Mariner, qui survole Mercure. 76, une Viking 1 se pose sur Mars. Toutes les planètes ont été visitées par des sondes, même les plus lointaines. Alors oui, j'ai mis c'est loin, dit papa. Alors tous ceux qui sont partis en vacances avec des gamins, ils ont tous entendu ça. Hein. On arrive bientôt, c'est bientôt loin, j'ai faim, j'ai soif. Eh bien l'exploration se heurte à un problème de taille. Ah oui, les distances. Parce qu'on peut envoyer qui on veut, les plus intelligents du monde, c'est que des hommes. Les hommes, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'aller au WC, ils ont besoin de tout. Et là, il faut partir. Alors, voyez les distances. Pour aller sur Mercure, il faut 3 ans et demi. Pour aller sur Vénus, 110 jours. Mars, 200 jours. Jupiter, 13 mois. Saturne, 7 ans et 3. Uranus, 8 ans et demi. Neptune, 12 ans. Ça fait long. Hein. Et là, oui, Mars. Mars. 200 jours pour aller sur Mars à l'heure actuelle. Alors, Elon Musk, il veut bien envoyer quelqu'un. Mais c'est ce que je disais aux jeunes tout à l'heure. 200 jours pour y aller, 200 jours pour revenir. Presque 200 jours une fois qu'on est sur Mars pour que la Terre soit dans la bonne position. Je leur dis toujours aux gamins, si vous partez avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Parce que sinon, ça va faire long. Et faites-vous bien soigner les dents avant. Donc ça fait très long. Vous voyez les distances. Alors on parle de cryogénisation, vous savez, comme dans les films. Hein. On les met en hibernation. Ça, on n'a pas réussi encore. Si, il y en a qui l'ont fait. Ils ne sont pas réveillés. Alors, le règne des robots. Puisqu'on ne peut pas envoyer des hommes, on va envoyer des robots. On l'a vu tout à l'heure. Les distances étaient incompatibles, on envoie des robots. Alors, le premier rover lunaire de l'URSS en 70, Lunokhod 1, jusqu'à nos jours, alors l'autre rover sur la Lune, il y en a le ferraille là-haut. Parce que déjà, les missions Apollo, ils ont mis des rovers là-haut, ils se sont promenés avec, et ils y sont toujours. Hein. Si vous voulez les récupérer, ils y sont. Hein. Les batteries doivent être encore bonnes. Donc, vous voyez, il y a plein de ferrailles. Sur Mars, alors là, n'en parlons pas, il y en a pas gagné. Et il y en a toujours qui tournent. Vous voyez, le premier, le Lunokhod, on dirait un tank russe. Hein. Il manque que le canon. Et le premier buggy d'Apollo, mission Apollo 15, vous voyez comme il était joli, avec une petite parabole. La parabole, elle était simplement faite pour communiquer avec la Terre. Parce que la Terre voulait avoir quand même de leurs nouvelles. D'ailleurs, à un moment, il y a un astronaute qui s'est fait engueuler parce qu'il a fait tellement le fou qu'il est monté sur un caillou. Comme il y a très peu de pesanteur là-haut,
Le truc, il s'est mis sur le roue, il s'est presque renversé. Et je vous dis pas, il a pris une sacrée soufflée. Alors, vous voyez, donc Apollo 16 et 17, donc ça veut dire qu'il y a 3 véhicules qui sont là-haut, qui sont restés. Alors, exploration de Mars après. Eh bien, Mars, oui. On a envoyé des robots comme celui-là, Sojourner en 117, qui a envoyé 500 images de la planète rouge, qui c'était très joli. Alors, la dernière plainte est que les conditions sont à peu près supportables pour les robots. Vous voyez, il avait des panneaux solaires, celui-là. On verra tout à l'heure, c'est un problème. L'on fait le tranquille, alors poser un rover sur Mars, maintenant on a l'impression que c'est facile, mais pas du tout. C'est pas facile. De nombreuses missions furent un échec, on n'en parle pas toujours. Heureusement, reste en mémoire les retentissants succès. Il vaut mieux parler des trains qui arrivent à l'heure que de ceux qui n'arrivent pas à l'heure. La petite sœur de la Terre, 78 millions de kilomètres, planète rouge qui a de la glace à son pôle nord. Oui, il y a de la glace ici au pôle. La calotte glaciaire, ça peut être intéressant pour les futurs astronautes, si on y va un jour. Alors vous voyez, la plus grande distance, les grands succès, la plus grande distance parcourue par un rover. Vous voyez, le premier, sur Mars, il a fait quand même 45 km. Le deuxième sur la Lune, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, le premier sur la Lune, le code 2, il a fait 39 km. Et alors qu'Apollo 17, il n'a fait que 35 km, mais quand même 35 km. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même exploré beaucoup plus qu'à pied. Mais vous voyez, on est maintenant, Opportunity, en 2019, 45 bornes sur Mars. On s'est quand même pas mal promené. Alors, vous voyez un peu le système d'alunissage des rovers sur Mars. Curiosité en 2012, vous voyez un peu, il arrive, il le lâche, il y a des rétrofusées qui s'allument, il se pose à la surface, tout doucement, il lâche le rover par des câbles, vous allez voir, les câbles vont se couper, et le rover va atterrir en douceur, les câbles vont se couper, et lui, là, il va s'écraser beaucoup plus loin, pour ne pas le gêner. Donc c'est quand même une sacrée technologie. Hein. Il ne faut pas que ça se loupe, hein, parce qu'il ne faut pas le poser à toute allure, hein, sinon il s'écrase. Hein. Alors, les grands succès, vous voyez un peu la qualité des images par rapport aux premières images d'Apollo. Hein. Les qualités, c'est assez époustouflant. Hein. Regardez la surface martienne, ça c'est Perseverance et Ingenuity. Pour la première fois, qualité d'image époustouflante avec des zooms. Vous voyez, un zoom, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est lui. Hein. Avec, vous voyez, des petites montagnes, une chaîne de montagnes là, à l'horizon là-bas. C'était quand même assez époustouflant. Hein. Des images qui sont assez belles, avec une vue panoramique. Et les rovers, ils arrivent même à faire des selfies. Hein. Ils retournent à la caméra, ils font coucou à la caméra. C'est toujours sympa. Et les grands succès, il y a Zhurong. En 2021, la Chine en a envoyé un. C'est lui, Zhurong. Regardez avec sa tête un peu haute, là. Et avec ses panneaux solaires déployés. Et à côté, c'est son atterrisseur. La suite, le retour à la Lune avec la mission Artemis. Alors celle-là, elle a commencé il n'y a pas longtemps. Puisque là, les Américains, ils ont dit qu'il faut remettre le boost parce que la Chine nous talonne. C'est plus les Russes, c'est la Chine maintenant. Ils n'ont pas de pause pour les Américains. Futur tremplin vers une mission habitée vers Mars. Ça, c'est l'autre fou, j'espère qu'il n'y a pas de sa famille, Elon Musk. Nul doute que l'exploration spatiale nous réserve bien des prouesses techniques. Alors, Artemis, première chose, c'est aller sur la Lune, construire une base lunaire et partir de la Lune pour aller sur Mars. Parce qu'il est plus facile de décoller de la Lune que de la Terre. Il y a beaucoup moins de gravité. Donc, c'est plus facile. Alors déjà en route avec SpaceX aussi, hein, lui il va aller loin. Qui ont fait autour des Falcon 9 et le cargo Dragon qui ravitaille l'ISS actuellement. Il y a Soyuz et Dragon. Et son projet de 4000 satellites de communication. Il en a envoyé quand même pas mal déjà. Et bien sûr le projet phare de la station sur Mars avec la 9 Raptor prévue en 3 points d'interrogation parce qu'on ne sait pas. Le calendrier il est facile à mettre en place mais il n'est pas facile à tenir. Et toujours bien sûr l'espace touristique, ah ben oui. Et déjà la guerre avec Blue Origin, parce qu'ils sont deux, SpaceX et Blue Origin, ils se font la guerre. Pourquoi? Parce que la NASA a choisi SpaceX. Et Blue Origin est dit et moi là-dedans, qu'est-ce que je fais? Donc ils se font la guerre par avocats interposés, et les avocats, gling, gling, les dollars ils tombent. Donc ils se font la guerre tous les deux. Alors la Lune lance beaucoup de projets, nouvelle concurrence US la Chine, qui n'est pas sans rappeler l'époque, comme je vous disais, avec l'URSS, hein, et qui existait en matière de technologie spatiale. Donc la Terre, la Lune et Mars. Et la Chine aussi, ils veulent aller sur Mars. Ils y ont posé déjà des choses, mais ils veulent y aller. Alors, dernière minute, si on peut dire, la mission lunaire Artemis, elle est partie, ça y est. Après bien des déboires, selon la NASA, la mission Artemis 1 a pu prendre le départ
Mois d'octobre 2022, vous en avez peut-être entendu parler, c'est pas vieux. Le programme devait marquer le retour d'un humain sur la Lune plus de 50 ans après Apollo 11. Mais Artemis 1 n'a pas embarqué d'astronautes à son bord. C'est juste un test pour tester la fusée géante SLS, qui est un peu plus grande encore que la Saturne. Elle est plus grande encore, mais elle est capricieuse. Un coup, c'est les moteurs qui ne marchent pas, un coup, elle explose en vol, un coup, il y a toujours quelque chose qui merde pour le moment. Enfin, il y en a une qui est partie quand même. Alors, Artemis, mission de 25 jours, aller-retour vers la Lune. Artemis 2 2024. Ça sera sûrement pas... Enfin, on ne sait pas. Avec cette fois des astronautes à bord, mais qui vont juste faire le tour de la Lune. Ils ne vont pas se poser. Installation d'une base lunaire en 2000, on ne sait pas. En vue d'un éventuel voyage en direction de la planète rouge qui fait tant rêver des générations. Donc Apollo, Artemis, 69-2022, la suite, on verra bien. Un calendrier, comme j'ai mis, très optimiste, hein, oui. Parce que 20 avril 2023, oui, c'est pas vieux, hein, début de l'année. La plus grosse fusée jamais construite, la Starship, haute de 119 mètres, 9 mètres de plus que la Saturne. Pour une masse de 5000 tonnes, 3000 tonnes la Saturne, 5000 celle-là. Elle a explosé en vol quelques minutes après son décollage. 3 minutes après, elle a explosé. Heureusement, il n'y avait personne. Il n'y avait que des mannequins dedans. Les pauvres, on ne les a pas retrouvés. Cet échec risque de remettre en cause le calendrier, eh bien oui, parce que c'était prévu pour 2025 et maintenant, ça arrive, parce qu'il faut quand même être sûr. Quand tout à l'heure on mettait fiabiliser l'espace, eh bien oui, ça serait bien d'envoyer des astronautes et de les ramener, ça serait encore mieux. Alors, vous l'avez entendu peut-être ce matin, c'est tout récent. Aujourd'hui, 11 août 2023, à 1h11 du matin, une fusée Soyouz, c'était vraiment en catimini. Il s'est lancé vers la Lune pour entamer la mission Luna 25, à l'unissage prévu le 21 août, donc bientôt, sur le pôle sud de notre satellite. La fusée entrera en orbite lunaire le 16 août prochain, donc dans pas longtemps, on est le 11, dans 5 jours. Alors pourquoi ils veulent aller sur la Lune? Parce qu'ils se sont aperçus que sur la Lune, il y avait de l'hélium-3 et il y avait des terres rares. L'hélium-3, il y en a à peu près, on estime, allez, on va dire 100 tonnes sur Terre. Mais on estime que sur la Lune, il y en a 100 000 tonnes. Alors je vous laisse imaginer, l'hélium-3, il sert de carburant pour les fusées. Et donc je vous laisse imaginer, le premier qui va pouvoir en ramener de la Lune, eh bien, il aura gagné le coco, comme on dit. Hein. Et il y a des terres rares. Les terres rares, vous savez qu'on les utilise pour les batteries, toutes les batteries, tout ça. Et il y en a sur la Lune. Et donc ça pourrait être intéressant. Alors bien sûr, il faut les ramener. Ça risque d'avoir un coût. Mais si on le fait de manière industrielle, ça sera peut-être intéressant. Peut-être. Les Chinois, ça les intéresse. Les Russes, ça les intéresse. Les Américains, ça les intéresse. Les Européens, ça les intéresse. Donc je vous laisse imaginer, quand on dit conquête spatiale, le mot conquête va prendre toute sa puissance. Hein. Ça va être vraiment la conquête. D'ici là, qu'ils n'y montent pas des canons et des missiles, là-haut, il n'y en a pas pour longtemps. Alors, tout ça, ça va être un peu la guéguerre. Qui c'est qui va la gagner, on ne sait pas. La Chine est bien partie, parce que la Chine, ils avancent. Ils ont envoyé des rovers. Rover sur Mars, qui a fait des photos, je vous les ai montrées. Et ils avancent à vitesse grand V, plus vite que les Américains pouvaient espérer. L'Europe, elle veut suivre, mais elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens, financièrement, ça ne suit pas. Quand nous, on met 1 milliard, les autres, ils en mettent 40. Donc on ne joue pas dans la même cour. Hein. On ne joue pas du tout dans la même cour. Et vous savez qu'Ariane 5, actuellement, elle a fini, elle a terminé. Et maintenant, c'est l'ère d'Ariane 6 qui va prendre le relais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes pour les petits lanceurs, entre guillemets, petits, parce qu'ils sont quand même petits, mais enfin, regardez, il y a quand même des sacrés trucs. Hein. Et voilà un peu la gamme des fusées. Oui, la Saturn V, la SLS Cargo, qui est l'avant-dernière, et la Starship, oui, encore plus haute. Mais là-dedans, il y a Ariane qui peut se faire une petite place. Parce que pour envoyer des petits satellites, les CubeSat qu'on appelle, qui font quelques centimètres de diamètre, ou des carrés, des CubeSat, eh bien ça c'est intéressant, parce que des petits porteurs comme ça, ça coûte beaucoup moins cher, et on peut en envoyer un paquet. Et Ariane 6, comme Ariane 5, qui a été un formidable succès, pourra ramener de l'argent, et on en a bien besoin en Europe, et on en a bien besoin pour continuer cette exploration spatiale. Et on a un autre avantage, c'est la base de Kourou, qui est une base très intéressante, parce qu'elle est bien placée pour expédier les fusées, et même les Russes nous l'envient, puisqu'il y a des Soyouz qui sont partis de Kourou, avant qu'ils sèment un peu le bazar là-bas. Maintenant on ne les veut plus, mais à l'époque on les voulait bien. Et maintenant, cette base est très très convoitée. Et heureusement, elle nous appartient. Donc les Arianes partent de Kourou.
Alors voilà, en attendant d'aller cueillir des pierres sur Mars, j'espère que vous irez un jour. Il nous reste l'observation des merveilles du ciel. J'espère qu'on pourra en voir ce soir. N'hésitez pas à vous reprocher 2 heures une note, qui seront heureux de vous faire partager leur passion. Posez des questions, n'hésitez pas, allez-y. Si on ne peut pas répondre, on vous le dira. Il y en a toujours un qui pourra répondre, et en espérant qu'on ne vous dira pas de bêtises. Donc, bonne nuit étoilée, bonne nuit les étoiles, et merci de votre accueil.